Bonjour à tous, bienvenue dans ce workshop dédié à l'ABM et plus précisément comment mettre en place une stratégie d'ABM. Donc pour cela, on va avoir 30 minutes à passer ensemble et pour le coup, vous allez avoir deux speakers qui vont vous expliquer leur expérience et leur vision de l'ABM, de l'Account-Based Marketing. Je vais te laisser parler, te présenter Laurent. Voilà, bonjour à tous. Voilà, je suis Laurent Olivier, je suis directeur associé de l'agence Aressi qui collabore avec Wesso sur l'ABM. Nous, on intervient plutôt sur la partie stratégie marketing, stratégie digitale et la réalisation des contenus, des assets liés à l'activation dans la campagne ABM. Voilà. Et donc, je suis Cyril Fleuret, je suis aussi directeur associé, mais de Vaisseau, et donc, effectivement, on collabore de longue date avec Aressi. Et notre raison d'être aujourd'hui en votre présence, c'est toute la partie, bien évidemment, compte marketing, compte-based marketing, mais plus orientée activation, exécution et technologique autour des problématiques justement de ce type de campagne. Voilà. Alors, ce que je propose, c'est qu'on commence peut-être par quelques fondamentaux pour revenir un petit peu sur la compréhension de qu'est-ce que l'ABM, hein. Donc, on vous a mis ici une définition. L'account-based marketing est une approche marketing ciblant des listes définies de comptes. Donc, ça, c'est important. On va d'abord travailler sur des listes, hein, des tableaux Excel ou des comptes nommés dans le CRM ou des segments de comptes cohérents. On va voir après ce que ça veut dire et comment on va pouvoir les traiter en activation. L'ABM repose sur une personnalisation des contenus et une sollicitation proactive des cibles, notamment par du paid media. Et pour faire de l'ABM, il faut absolument une étroite collaboration entre sales et marketing, et c'est un des éléments clés de la réussite d'une campagne ABM. Alors, l'ABM est peut-être nouveau pour vous, mais vous avez d'ores et déjà entendu beaucoup parler d'inbound marketing. Et ici, sur ce slide, avec ces deux pyramides, l'idée, c'est de pouvoir vous montrer à la fois les points communs et les différences entre inbound marketing et account-based marketing. Ce qui fait qu'à la fin, vous vous direz, par rapport à votre propre cas, il faut choisir l'inbound ou l'ABM, ou il faut activer les deux stratégies d'une manière complémentaire. Donc, vous connaissez en inbound l'approche qui fait qu'on va attirer naturellement, et donc j'insiste sur ce mot naturel parce que c'est souvent grâce au contenu et au SEO que vous allez générer un flux de visiteurs sur votre site web, et vous allez, par des systèmes d'appât, de formulaires, chercher à capturer des contacts qui ont un premier niveau d'intérêt sur vos contenus et grâce aux e-books que vous proposez, puis développer par des outils de marketing automation une relation que vous allez entretenir, développer, scorer. Puis, à la fin, en inbound, vous allez identifier les prospects qui sont pertinents ou pas. Notamment, vous allez éliminer les journalistes qui sont certes intéressants, mais qui ne sont pas intéressants en termes de business. Vous allez éliminer les étudiants, les consultants qui se renseignent sur vos thématiques, parce que vos articles étant intéressants et vos e-books pertinents, vous allez générer des visiteurs et des formulaires. En account-based marketing, on va commencer par cette fin de l'inbound, hein. C'est pour ça que vous voyez cette partie rouge, c'est le début de la pyramide account-based marketing, parce qu'on va d'abord commencer par recenser des entreprises, ou en tout cas créer des segments d'entreprises qui se ressemblent et qui ont les mêmes comportements, et uniquement sur ces segments-là, et uniquement sur ces segments-là, on va engager des actions digitales. Donc, on va engager des actions emailing, display, on va vous les montrer, et on va personnaliser un maximum les messages pour être le plus pertinent et à fur et à mesure construire la relation dans le temps. Alors, l'ABM, pourquoi faire? On pourrait se dire qu'il y a 4 grandes catégories de stratégies de cibles, hein. Alors, je vais commencer par le deepening, c'est-à-dire que l'ABM peut s'appliquer à vos clients. Vous avez déjà des clients, vous leur vendez un produit A, l'objectif, ça va être de leur vendre un produit B. Vous avez déjà des clients, mais vous leur vendez peu de choses, on va essayer de vendre beaucoup plus de choses. Vous allez aussi avoir une stratégie de look-alike. Vous avez déjà des clients dans un domaine, pourquoi vous ne travailleriez pas avec son concurrent? Si votre offre elle est pertinente, si votre organisation est performante, dupliquez cette efficacité sur les concurrents de vos clients. Et puis après, les Dream Accounts et les Greenfield, donc là, c'est plutôt des prospects. Les Dream Accounts, vous avez déjà mené des actions et puis vous avez du mal à avancer. Les Greenfield sont vraiment tout nouveaux. Et là, vous allez vraiment lancer une nouvelle action de conquête de ces Greenfield. Donc, pour compléter le propos de Laurent,
la question aussi qu'on peut se poser, mais finalement, est-ce que l'ABM répond à mes besoins, moi, entreprise, sachant que moi, entreprise, je peux avoir plusieurs facettes. Et effectivement, l'ABM, finalement, est adaptable à tout type d'entreprise. Là, on a donné des exemples de petites et grandes entreprises. Bien évidemment, on ne va pas adapter l'approche compte-based marketing de la même manière dans un compte ou un petit compte, parce qu'il va falloir prendre en compte la méthode de vente. En gros, quelle est votre typologie de vente? Est-ce que ce sont des ventes plus ou moins longues? Est-ce qu'on est sur des ventes via des réseaux de partenaires? Est-ce que je dois apporter des leads à des partenaires? Aussi, la typologie de clientèle. Est-ce que j'ai effectivement une organisation commerciale avec des grands comptes, des commerciaux grands comptes, des téléconseillers, puis j'ai un e-shop à côté? Est-ce que mes clients finaux, c'est des clients éclatés? Par exemple, je dois traiter tous les artisans boulangers, donc c'est plusieurs dizaines de milliers de prospects potentiels, ou est-ce que ce sont que les grands comptes télécoms? Et là, on est plutôt peut-être sur 20 sociétés possibles. Donc, effectivement, l'ABM va répondre à ces différentes problématiques. On peut faire du listing sur 20 comptes dans les télécoms, comme on peut faire un listing de 30 000 ou 40 000 sur les artisans boulangers, si ce sont vos clients. Donc, concrètement, l'ABM, il y a clairement une démarche proactive, hein. C'est vraiment une différence importante par rapport à l'inbound où on va plutôt être en attente. Un inbound, on va attendre que les gens viennent à nous. Là, clairement, on va être en proactif et on va rajouter de l'outbound, une couche clairement proactif et de média. Donc, si on résume un petit peu en un slide, hein, pour vous permettre de vous projeter, donc va commencer par cette data, hein, qui est soit dans des fichiers, soit des segments. On va voir de comportements sur vos sites que vous pouvez retargeter. Et donc, ça va être vos cibles prioritaires. Puis, on va avoir une démarche média, hein, avec une activation média. Donc, ça, c'est quelque chose chez RSI, on va pouvoir intégrer avec cette idée. Grâce à l'IP targeting, on va cibler uniquement les listes de comptes dans vos fichiers. Donc, on a mis quelques logos, hein, de partenaires, prestataires qui permettent de faire ça en termes de technologie. Donc, l'IP targeting vous permet d'afficher la publicité sur tous les sites que vous voyez, comme les échos, etc., mais uniquement sur les comptes qui sont dans votre liste. Et donc, ça, c'est déjà une petite performance techno. On va y rajouter toujours une couche sociale. Un LinkedIn est un très, très bon canal en ABM. Et puis, des mécaniques email sur donc des scénarios que vous allez réaliser, je dirais, sur la data que vous avez dans votre fichier. Après, on va faire un scoring. Et puis, il y a une étape importante de coordination avec les sales. Et à partir de cette étape-là, hein, de ce moment clé où on va se poser avec les sales, on va décider c'est quoi l'étape d'après. Et l'étape d'après, ça va être peut-être, on renvoie un deuxième email, admettons, parce qu'on a créé une journée en email, on va faire du retargeting par les médias, on va pouvoir se dire, tiens, l'étape d'après, c'est d'organiser des webinars, d'envoyer quelque chose en physique, ce qu'on appelle un door opener, de dire l'étape d'après, une fois qu'on a un premier contact, c'est plutôt faire un call, mais par un business développeur, un inside sale. Pourquoi pas faire de l'événementiel, d'engager les cibles avec des contenus spécifiques. Voilà, c'est en ça où l'ABM est spécifique, c'est-à-dire qu'on va avoir des moments clés où on va s'arrêter, on va discuter avec les sales pour pouvoir engager toujours plus les cibles vers notre objectif. Alors, merci Laurent. Effectivement, là, tu as bien présenté le mode de fonctionnement pour les comptes nommés. Donc, on partait en introduction d'une liste Excel de comptes donnés par les key comptes justement de votre organisation. Comme je disais précédemment, il y a aussi toujours possibilité de faire la BM sur un volume bien plus important. Et là, alors soit effectivement, par rapport à l'exemple que je donnais des artisans boulangers, on a une liste prédéfinie. Et effectivement, il n'y a pas pu, dans le cadre de cette journée B2B, j'étais en relation avec un semencier qui s'adressait aux agriculteurs, donc plusieurs dizaines de milliers d'agriculteurs. Ce qu'on échangeait, c'est qu'il y a aussi possibilité de fonctionner différemment. C'est-à-dire que plutôt d'être déterministe sur les cibles, on peut bien évidemment générer du trafic, hein, ce que vous voyez à gauche, on génère du trafic, on identifie les codes NAF ou les typologies d'entreprises qui nous intéressent, et grâce à l'IP Reverse, on va pouvoir les classifier par rapport à des comptes qu'on a déjà identifiés au sein de notre organisation. Par exemple, on sait déjà quelles sont les sociétés qui sont clientes, quelles sont les sociétés qui sont prospects, quels sont les anciens clients, quels sont les gens qui sont des suspects, c'est-à-dire qui sont ni clients ni prospects. C'est des nouvelles personnes qui arrivent sur le site. L'IP Reverse va pouvoir les identifier. Donc voilà. Et en fonction de ces différents personas,
on va mettre en œuvre des fonctionnements, des leviers d'activation pour pouvoir les retargeter. Alors typiquement, ça va être, si on est sur une base de clients, on va effectivement les avoir identifiés, on a leurs coordonnées, donc on va pouvoir les retargeter par email avec une offre complémentaire ou un upsell, parce que ce sont des gens qu'on connaît. Si on est sur des prospects, de la même manière, par le secteur d'activité, parce que l'IP Reverse va vous donner le nom de la société, mais pas que, son code NAF, sa localisation, son effectif, son chiffre d'affaires, un certain nombre d'informations essentielles pour personnaliser votre message. Et c'est ça qui est intéressant. Et de la même manière, un suspect que vous ne connaissez pas du tout, on va pouvoir quand même, à minimum, le qualifier et faire de l'activité de soit d'achat de contacts, puisqu'on a identifié une société, on n'a pas de contact, donc on peut acheter des contacts et retargeter ces contacts, c'est ça qui est intéressant, ou de faire la person insight, ou, comme l'a précisé tout à l'heure Laurent, utiliser le display pour que la personne, quand elle va être sur des inventaires, sur des médias proches de votre profil d'activité, retrouve le nom de votre marque en permanence. Et donc, on fait aussi, d'une certaine manière, du branding autour de votre marque. Donc, c'est ça qui est plutôt intéressant. Et une fois que c'est qualifié, on envoie ça aux commerciaux pour faire du one-to-one avec eux et convertir la vente. Alors, tout à l'heure, on a précisé que les leviers d'activation étaient un sujet important et de retargeting, on les retrouve ici. Et ça, c'est ça qui est intéressant puisque en introduction, on avait dit que, et on l'en verra un petit peu plus tard, il est important d'avoir une relation très fine, un partenaire très fort entre les équipes marketing et commerciales, ce qui n'empêche que le sujet important pour le commerce, il est et le contenu et les leviers d'activation, maîtriser ces leviers d'activation. Donc, le contenu va être très bien avec le SEO, aussi avec le SEO, avec les mots-clés. On va travailler donc différents leviers pour générer du trafic. Et certains de ces leviers sont soit des leviers d'acquisition tout court vis-à-vis d'anonymes, par exemple, de suspects, pardon, mais ce sont aussi ces mêmes leviers qui vont servir à retargeter. Tout à l'heure, Laurent a parlé d'emailing, la personne est identifiée, c'est un ancien client, ça fait longtemps qu'il n'a pas acheté, on identifie que sa société vient, on va relancer ce contact ou les contacts de cette société via un email ou via Facebook aussi. On peut tout à fait exporter ce type de fichiers de contact à Facebook pour les retargeter unitairement et également utiliser des ad serveurs pour faire du branding et faire de la communication sur certains inventaires médias. Alors, d'un point de vue pratico-pratique, comment ça fonctionne, on vous l'a expliqué, on part sur des bases de données d'IP, c'est-à-dire qu'on identifie les IP qui viennent sur votre site, il y a des bases de données qui telle IP correspond à telle société, et à partir du moment où on a la société, on peut acheter les contacts, et à partir du moment où on a les contacts, on peut activer ces contacts. Donc, intéressant, je vous l'ai exprimé tout à l'heure, il y a peut-être possibilité de retargeter des comptes nommés, possibilité de faire de l'upsell sur une base client ou de réactiver des anciens clients. Ça, c'est le processus classique des clients, des bases de données clients que nous avons collectées et que nous souhaitons activer. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'aller chercher des noms, des noms nommés. Et donc là, on va aller acheter des contacts intentionnistes, des gens qui sont venus sur votre site, qui sont intéressés par ce que vous proposez. On connaît les pages qu'ils ont visitées, donc on peut qualifier les intérêts liés à ce cookie et de ce cookie acheter des contacts pour aller attaquer unitairement cet individu. On va pouvoir relancer également les formulaires abandonnés, soit par email, soit par display, à la Criteo quand on est sur du cookie, quand c'est un anonyme, ou via email quand c'est quelqu'un qui est identifié. On connaît son cookie, on connaît son email, on peut retargeter sur son formulaire qui a été abandonné ou son panier si on est sur un e-shop B2B, bien évidemment. Ça, c'est les aspects use case plutôt métier. Puis après, il y a ça sert aussi d'outils, ce type de solution, d'outils pratiques pour la gestion de ces assets digitaux, notamment mesurer le trafic B2B versus le trafic B2C. Typiquement, la plupart d'entre vous utilisent Google 360 pour les plus aisés ou sinon la version premium, ce qui n'empêche que vous ne savez pas traquer unitairement et vous ne savez pas identifier ce qui relève du B2C, ce qui relève du B2B. Donc, ce qui est intéressant avec ce type d'outil, c'est qu'on sait identifier cette partie B2B. Ça permet également, de fait, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, de faire de la personnalisation site. Je vends des appareillages pour les artisans boulangers, la personne ou les restaurateurs ou les pizzerias, par exemple, en fonction du profil d'entreprise, je peux personnaliser les formulaires ou ma home en fonction du code NAF de l'entreprise. Il y a également la possibilité de rediriger le trafic. Imaginez que vous êtes sur une activité B2C, B2B, le client, par méconnaissance, va chercher les achats ou va se renseigner sur le site plutôt orienté B2C.
le site B2C va détecter une IP d'une entreprise et va pouvoir proposer une pop-in pour rediriger le client vers le site B2B. Voilà. Donc, voilà différents use cases possibles avec ce type de solution. Et on va être encore plus concret parce qu'on va vous montrer un peu des exemples de campagnes. Et là, on va vous montrer une campagne qui était donc pour Alcatel-Lucent sur des comptes nommés du secteur de la santé. Donc, en fait, qu'est-ce que l'on a fait? Et là, ce que vous voyez, c'est des captures d'écran de LinkedIn. On a injecté dans LinkedIn une liste d'hôpitaux, de cliniques que l'on visait tout particulièrement. Et donc ça, c'est déjà une première étape en termes de ciblage en ABM. Et puis surtout, là, je vais vous parler un peu de personnalisation des contenus. Alors le produit s'appelle Rainbow, c'est pour ça que vous voyez les textes sont en arc-en-ciel. Mais surtout, ce qu'on s'est dit, finalement, pour vendre un standard téléphonique, je caricature un peu, mais c'est un peu ce que Alcatel-Lucent vend, on ne va pas ni montrer un standard téléphonique, ni montrer un homme ou une femme en blouse blanche dans un hôpital, parce que logiquement, tous les professionnels qui cherchent à cibler ces populations vont mettre des visuels comme celui-ci. Donc, pour sortir et pour émerger et être encore plus impactant, on a fait le choix d'avoir des phrases en termes de visuels. Et ces phrases, on les a travaillées avec beaucoup de précision et beaucoup de personnalisation pour ne pas vendre le standard téléphonique, mais pour expliquer à quel point il était utile pour le métier de ces professionnels. Et donc, on a vraiment travaillé avec les chefs de produits et les commerciaux pour aller chercher les insights spécifiques à cette profession de professionnel de santé. Ce qui fait qu'on a émergé dans cette campagne parce que à la fois le visuel était un petit peu étonnant et décalé et pas habituel, et qu'on était vraiment précis dans le texte et dans ce qu'on nous proposait. Puis après, on l'a décliné de la même manière pour le secteur de l'éducation, pour le secteur de l'hôtellerie, donc toujours sur une notion de compte nommé. Donc, on injecte dans LinkedIn une liste de sociétés et avec des messages spécifiques. Deuxième exemple. Deuxième exemple, donc là, on est sur du e-commerce pro. Donc, tout à l'heure, on parlait d'identification B2C, B2B. C'est un très bon exemple. Le sujet, c'était typiquement de pouvoir avoir la possibilité de rediriger les clients qui vont sur l'offre B2C de Boulanger, de les réorienter vers la branche pro avec des services propres aux professionnels, avec des paiements du paiement différé, ce genre de choses, des services vraiment propres en termes de logistique et de livraison également, propres au B2B. Donc ça, c'est un premier point. Et l'objectif aussi pour cette offre, c'était de proposer aux commerciaux des listes d'appels, dans le sens que là, on prend le problème à l'envers, on utilise l'hyper-reverse pour identifier des cibles de sociétés que les commerciaux puissent appeler. Donc, on a formé plus d'une vingtaine de personnes à utiliser ce type d'outils. Et donc, il y avait un travail de génération de trafic en amont. Les sociétés, ça allait du gîte à un cabinet d'avocats qui avait besoin d'acheter des produits électroniques, tout simplement, donc des PME. C'était l'intérêt de les emmener vers le site, de les identifier, d'envoyer le nom de ces sociétés aux commerciaux avec des achats automatiques de contact pour que les commerciaux puissent faire du call coding, mais pas vraiment du call calling, puisque l'intérêt, c'est qu'on va quand même rappeler des clients qui sont venus sur votre site web. Troisième exemple ici, toujours dans les contenus, l'idée, c'est que la techno va nous permettre de faire de l'hyper-personnalisation. Et en ABM, ça va être important à la fois d'avoir des messages cohérents, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport aux différents segments de cibles que vous adressez. Mais là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est pour J-Collect, donc qui est une société de recouvrement de factures. En fait, ce que vous voyez dans le carré vert, par exemple, dans le premier visuel à gauche, c'est qu'on y injecte automatiquement le logo du prospect. Et sur le deuxième visuel au centre, on y injecte même la photo du prospect. Ces deux éléments proviennent de la data qu'on exporte automatiquement de LinkedIn. Et c'est ça aussi l'ABM, c'est cet étonnement et cette puissance dans l'engagement, parce qu'on va réussir à personnaliser le message et aussi personnaliser les éléments visuels et donc créer beaucoup plus d'impact. Et enfin, Randstad Direct, là, on avait deux objectifs. Il y avait un objectif, il dépense une certaine somme sur les médias. Donc là, on était plus proche de l'analytics et de l'attribution, sachant qu'on ciblait les entreprises de 10 à 20 personnes. C'est le périmètre d'intervention de Randstad Direct versus d'autres marques du groupe Randstad Intérim que vous connaissez, qui peut traiter des très très grands comptes. Là, on ciblait vraiment les comptes petits, les TPE. Donc, il y avait cette problématique de distinction entre les candidats et les professionnels, puisque Randstad travaille avec les deux, on doit animer les deux. Et donc, c'était difficile, d'un point de vue média, de comprendre quel est l'impact de l'action marketing pour aller chercher de nouveaux clients
alors que dans le trafic, on collectait aussi beaucoup de candidats sur le site de Randstad Direct. Donc ça, on avait une vraie problématique d'attribution des budgets et des cibles dans ce use case propre aux sociétés d'intérim. Alors, on va rentrer toujours un petit peu plus dans le concret pour vous aider à vous projeter dans l'ABM. Alors, qu'est-ce qui va être important dans une approche ABM? Un, et c'est pas si simple que ça, c'est de se mettre d'accord sur les cibles. Quand je dis c'est pas si simple que ça, c'est que pour réussir une action ABM, il faut qu'elle soit coordonnée avec les sales. Donc, on ne peut pas décider tout seul côté marketing, il faut vraiment se mettre d'accord sur les cibles. Deuxièmement, il va falloir personnaliser les contenus et les approches. Donc, clairement, il faut apporter de la valeur ajoutée au prospect pour l'engager. Et puis, il faut personnaliser les contenus. Ça coûte vite très cher, ça coûte vite très lent. Ça prend vite beaucoup de temps. Donc, il faut trouver les bonnes formules et organisations pour néanmoins garder cet impératif de personnaliser les contenus. Troisièmement, il faut maîtriser les leviers d'activation et de retargeting et aller activer d'autres leviers au-delà de LinkedIn. LinkedIn est très efficace mais coûte très cher, donc il faut pouvoir ne pas être que de LinkedIn dépendant. Quatrièmement, accepter de travailler dans la durée. Voilà, l'ABM n'est pas une action one-shot à un instant T. Je lance une opération de lead generation sur une cible particulière. Non, c'est une opération de temps. Et il faut accepter le timing du prospect, parce que ce n'est pas parce qu'on va s'exciter, entre guillemets, à ce mois-ci que le prospect va acheter à ce mois-ci. Le cycle de vente, voilà, c'est adapté par rapport au cycle de vente aussi que vous avez dans vos entreprises. Et puis, il faut enfin accepter des KPI différents. En ABM, on ne va plus être à chercher à faire de la quantité. Donc, il faut sortir de ces KPI, dire bah, super, j'ai fait de l'audience supplémentaire sur mon site. Non. Est-ce que vous avez fait de la bonne audience? Est-ce que les comptes ou les segments que vous cherchez à cibler ont, eux, progressé? Et donc, il faut anticiper un peu des KPI différents, la baisse de la quantité pure pour aller chercher la qualité. Alors, on va parler un peu de ce reporting que nous, on applique systématiquement à nos dispositifs ABM chez RSI. Donc, pour faire très simple, c'est une pyramide qui va vous permettre de démarrer rapidement, indépendamment de beaucoup d'outils. Puis après, à faire mesure du temps et qu'on a mis en place la mécanique, on va pouvoir l'automatiser dans les outils comme Google, comme vient de dire par exemple Cyril ou autres. Donc, on part de 184 compagnies, 484 entreprises qui sont votre cible de la liste des comptes nommés. Ensuite, on va identifier combien sont venus à minimum une fois sur le site ou sur la landing page de l'opération. Et donc, avec des outils d'IP, comme disait tout à l'heure Cyril. Donc là, dans cet exemple-là, il y en a 67 sur 184 qui sont venus. Et notre objectif sera de faire augmenter ce chiffre par les différents médias, les différentes actions. Donc, on veut que l'objectif, c'est d'en avoir 184. Dans ces 184, il y en a 24 qu'on a engagés parce qu'ils ont téléchargé quelque chose sur votre site, c'est les 24 à gauche. Et si je rajoute les 5 de LinkedIn, les lead gen form de LinkedIn, on arrive à 29. Donc, on a 29 sociétés globalement qui sont engagées sur ces 184 qui sont notre bassin cible. Et puis après, la pyramide elle part dans l'autre sens parce qu'on va traiter non plus les entreprises, mais les contacts. Et donc, dans ces 29 sociétés, on en a 81 personnes qui sont engagées, compléter un minimum un formulaire. Alors en ABM, on est souvent sur des très grands comptes, donc c'est pour ça que ce chiffre est important et qu'on passe de 29 à 80. Et puis après, on définit avec chacun de nos clients un peu des étapes, un scoring ou en tout cas un degré d'engagement. Donc 42, 21, 18, tout ça 181. Et donc ça, c'est un peu à définir par rapport à votre cycle de vente. Est-ce que c'est le nombre des éléments qui sont téléchargés? Est-ce que c'est le nombre de fois où on les a eu au téléphone par des BDR? Est-ce que ils ont participé à un webinar, etc. En tout cas, c'est pour mesurer l'engagement de ce compte ou de ces personnes ici dans notre cycle de vente. Donc, en conclusion, ce que vous devez retenir des propos que nous avons échangés et de l'apport de l'ABM et surtout des enjeux de l'ABM. Je pense très rapidement, vous l'avez compris, parce que vous le vivez déjà au niveau de l'inbound marketing et dans votre activité de génération de leads, en général au sein de l'entreprise, il y a un vrai partenariat à créer et à lier avec les différents départements que sont le département web, le département marketing et bien évidemment le département sales, commercial, puisque au final, on est au service des sales, on est là pour leur apporter du lead et donc du lead très qualifié. Donc, pour leur demander du lead très qualifié, on vous l'a exposé, c'est à eux aussi de travailler cette liste de comptes pour que l'équipe marketing, et donc nous deux en support, puisse vous aider à aller les chercher
à les convertir sur votre site. C'est un travail continu, comme disait très justement avant Laurent, il faut travailler dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a pas parce que vous l'avez tapé aujourd'hui, vous l'avez touché aujourd'hui, qu'il ne va pas se décider en 6, 7, 8 mois. Donc, il ne faut pas s'arrêter au bout de mois, ça n'a pas de sens. Une stratégie de compte marketing, c'est comme l'inbound, c'est une approche qui est, pas à vie, mais qui est faite pour durer. Ne produisez pas non plus du contenu en quantité, et on l'a aussi précisé, on est là et on a tous les outils pour ultra cibler, cibler par rapport au secteur de l'activité, cibler par rapport au contenu, par rapport au statut ou au profil de vos interlocuteurs, au secteur d'activité, bref. L'objectif, c'est de ultra personnaliser. Une maîtrise également à mettre en œuvre des médias, puisque l'objectif, c'est d'aller chercher des nouveaux contacts par rapport à des profils d'entreprise, il y a des profils de contacts. Donc, de ce fait, il faut maîtriser les scopes de chaque levier, aussi bien en termes d'activation qu'en retargeting. Donc, derrière, vous l'avez bien compris, hein, derrière toutes ces approches conceptuelles et organisationnelles, il y a aussi une approche technologique à maîtriser. Et donc ça, on est effectivement là aussi pour ça. Libérez-vous effectivement de ces contraintes technologiques parce que vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour travailler sur l'organisation, travailler sur les contenus, donner la vision de cette approche. Et effectivement, nous sommes là pour travailler sur cet aspect technologique. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de faire de l'ABM, ou en tout cas qu'on vous a éclairé sur les points clés. Donc moi, je suis Laurent Olivier, directeur associé chez RSI. Vous avez ici mes coordonnées. On peut se retrouver aussi sur LinkedIn, hein. Notez bien Olivier, il y a 2 L à mon nom, et au plaisir d'échanger. Et voilà. Et donc, Cyril Furet, pareillement. N'hésitez surtout pas à nous contacter aussi bien sur LinkedIn que sur l'email présent ici. Et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et nous sommes là pour y répondre. Merci à vous.